Un jour avant la fête, ma mère a écrit. Ne viens pas, Valéria vient avec son copain et elle ne veut pas de Léo ici. Le lendemain, je suis arrivé avec 2 hommes et un camion. La panique dans leurs yeux était inoubliable. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien est très important pour nous. Si tu trouves cette histoire intéressante, laisse un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu nous regardes. Dis-nous le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, on commence. Ou du moins, le monde dans lequel je trouve la paix est fait de lignes et de connexions logiques. Je m'appelle Damien, je suis architecte de données. Mon travail, c'est de prendre le chaos des millions de bouts d'informations sans lien, erratiques, rebelles et leur donner un sens, une structure, un ordre. Je construis des cathédrales invisibles où chaque donnée a sa place, chaque requête sa réponse précise, chaque processus son chemin bien défini. Sur mon écran, le chaos se rend. Il se soumet à la logique. C'est un univers prévisible, contrôlable. Un univers qui fonctionne. Cette nuit-là, comme beaucoup d'autres, la seule lumière dans la maison venait de mes 3 écrans. Une lumière à leur côté dessinait des ombres dansantes sur les murs de mon bureau. Dehors, le silence de notre petit quartier, en périphérie de Publa, était presque total. Dedans, le seul son était le bruit régulier de mes doigts sur le clavier et le bourdonnement presque inaudible des ordinateurs. J'étais concentré dans la phase finale d'une migration de serveurs pour un client à Monterrey. Un projet monstrueux qui m'avait volé le sommeil pendant 3 semaines. Mais la structure était déjà là. Solide. Élégante. Je ressentais cette satisfaction profonde, presque artisanale, de voir une œuvre complexe arriver à son terme. La porte s'est ouverte doucement, rompant ma concentration. C'était Clara, ma femme. Elle portait 2 tasses dans les mains, et ce sourire à elle qui semble toujours savoir exactement quand j'en ai le plus besoin. Encore un café, monsieur l'architecte, dit-elle à voix basse, en posant une des tasses sur l'unique espace libre de mon bureau. Oh, je croyais que tu avais déjà eu assez de caféine pour rendre nerveux tout un régiment. T'es un ange, lui ai-je répondu en prenant la tasse. La chaleur s'est répandue dans mes mains froides. C'était exactement ce qu'il me fallait. Félix dort déjà, m'a-t-elle dit. Il est tombé comme une pierre après avoir construit une forteresse en Lego, qui selon lui est impénétrable pour les dragons. Clara s'est adossée au cadre de la porte, les bras croisés. Son regard a parcouru mes écrans. Tu as presque fini? Presque. La structure principale est prête. Il ne reste que les tests de résistance. J'ai pris une gorgée de thé. C'était de la camomille. Elle savait toujours ce qu'il me fallait. Demain sera une longue journée, mais je pense que d'ici le week-end, on pourra souffler. Elle m'a embrassé. Tu me manques, tu sais, dit-elle. Sa voix ne portait aucun reproche. Juste une douceur honnête qui me désarmait. À ce moment-là, un tourbillon de 7 ans a couru dans le bureau, en pyjama de dinosaure mis à l'envers, les cheveux tout en bataille. Papa. Papa. Regarde. Félix tenait dans ses mains sa dernière création en Lego, un vaisseau spatial aux ailes inégales et aux couleurs criardes. Et il a des canons laser et un compartiment secret pour cacher des trésors. J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai pris sur mes genoux. L'odeur de l'enfant, du savon et des rêves m'a envahi. Waouh, champion. C'est incroyable. Tu vas voyager où avec? Sur la lune en fromage, dit-il très sérieux, puis il éclata de rire, illuminant la pièce plus que mes 3 écrans réunis. Clara nous regardait depuis la porte. Et dans ses yeux, j'ai vu mon propre sentiment. C'était ça, mon vrai univers. Ma structure parfaite. Ma femme, mon fils, notre maison. Un système petit, fonctionnel, et rempli d'amour où chaque pièce s'ajustait naturellement. Ici, je n'avais pas besoin de construire des cathédrales de données pour trouver l'ordre. L'ordre, c'était l'étreinte de mon fils. Le sourire de ma femme. La chaleur d'une tasse de thé à minuit. Mais comme dans tout système complexe, il y a toujours une variable anormale. Une ligne de code corrompue, prête à déséquilibrer tout l'équilibre. Et dans mon système, cette variable avait 2 noms, Gracila, ma mère, et Jimena, ma sœur. Une pensée rapide. Un frisson presque imperceptible m'a traversé le dos pendant que j'enlaçais Félix. Je le savais par expérience, le calme ne durait jamais longtemps. Bientôt,
le chaos de l'autre univers, celui que je ne pouvais pas contrôler, frapperait à ma porte. Et comme toujours, je devrais trouver un moyen de le remettre en ordre. De le contenir. Pour qu'il ne détruise pas le seul monde qui comptait vraiment pour moi. Une semaine plus tard, le chaos a appelé. Littéralement. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Et sur l'écran brillait le nom, maman. Un soupir m'a échappé avant même que je ne m'en rende compte. Clara, qui arrosait les plantes dans le salon, m'a lancé un regard discret. Un regard qui disait tout, prépare-toi. Allô, dis-je, en essayant d'avoir une voix joyeuse, et pas celle d'un homme qui se prépare à négocier avec des preneurs d'otages. Damien, mon fils. Comment tu vas? Beaucoup de travail? La voix de ma mère, Gracilla. Un torrent d'enthousiasme exagéré. Un ton que j'avais appris à associer à une demande imminente. Bonjour maman. Tout va bien ici. Un peu occupé, comme d'habitude. Et vous? Tout va bien? Merveilleusement bien, mon fils. Merveilleusement bien. Ouah, je t'appelle pour quelque chose de super excitant. Ton père et moi, on va fêter nos 35 ans de mariage le mois prochain. 35 ans. Tu te rends compte? Waouh, bien sûr. Félicitations maman. C'est beaucoup de temps. Merci mon cœur. Et donc, j'ai pensé à faire quelque chose de spécial. Une fête. Mais pas une petite fête. Un truc élégant, mémorable. Inviter toute la famille, les amis de toujours. Et tu sais, Jimena veut inviter son nouveau copain, Ricardo, et son patron. Le gars, Ricardo, vient d'une famille très bien placée. Tu vois? Et le patron de Jimena est quelqu'un d'important. Il faut faire bonne impression. Pour l'avenir de ta sœur. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Je connaissais ce script. Bonne impression était le mot préféré de ma mère pour parler de dépenses folles. Ça a l'air incroyable, maman. Papa doit être content. Oh ton père, dit-elle avec un ton agacé. Tu sais comment il est, un homme simple. Mais je sais qu'au fond, ça va lui faire plaisir. Le souci, mon fils, c'est que pour faire ce que j'ai en tête, il faut un bon budget. Et avec la pension de ton père, c'est juste. Je pensais que peut-être tu pourrais nous aider. Tu es le pilier de cette famille, Damien. J'ai avalé ma salive. Bien sûr maman. Je vais voir ce que je peux faire. Tu as une idée du montant? Eh bien, j'ai fait quelques calculs, la salle, le traiteur, la musique, un truc correct tu vois, ce serait dans les 100 000 pesos. 100 000 pesos. Soit presque 5 000 $. J'ai senti que l'air me manquait. C'était une énorme somme. L'équivalent de nos économies pour les vacances d'été, ou pour changer la voiture qui commençait à avoir des problèmes. C'est beaucoup maman. Je sais mon fils, je sais. Mais c'est une fois dans la vie. Pour tes parents. Pour l'image de la famille. Sa voix s'est adoucie. Devenue manipulatrice. Tout ce que tu peux donner sera une bénédiction. Mais ce n'était pas fini. Avant même que je puisse digérer le coup, elle a ajouté la cerise sur le gâteau. Et je pensais aussi, en plus de la fête, que vous, les enfants, nous fassiez un cadeau spécial. Un souvenir. Jimena dit qu'elle s'occupera de la décoration. Mais toi qui es si doué pour organiser, je m'attendais à quelque chose de plus substantiel. Le mot substantiel est resté en l'air. Je savais exactement ce que ça voulait dire. Ce soir-là, je l'ai raconté à Clara pendant qu'on préparait le dîner. Elle a arrêté de couper les tomates et m'a regardé fixement, le couteau suspendu dans l'air. Damien, c'est trop. Tu ne peux pas la laisser faire ça encore une fois. C'est le 35e anniversaire, Clara. C'est important. Et nos vacances? Et la voiture? Et le fonds pour l'université de Félix, qu'on vient à peine de commencer? Ta mère ne pense à rien de tout ça. Elle pense juste à sa fête et à son image. Je sais, mais... J'ai hésité. Et dans ce doute, un souvenir est remonté. Tellement clair que j'avais l'impression que c'était hier. J'avais 16 ans. Mon père, Hector, un maître électricien qui avait travaillé dur toute sa vie, avait fait une erreur dans un investissement. Ce n'était pas beaucoup d'argent. Mais pour ma mère, c'était une catastrophe.
Je me souviens de la scène dans la cuisine. Gracila criait. Pas avec de la colère, mais avec une panique aiguë. Presque hystérique. Elle l'a traité d'incompétent, de raté. Elle disait qu'il allait tous nous ruiner. J'étais dans ma chambre, le cœur serré, espérant que mon père réponde. Qu'il se défende. Mais il ne l'a pas fait. Quand les cris ont cessé, je suis sorti. Je l'ai vu. Hector était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Gracila était debout à côté de lui, en train de sangloter. Il a levé la tête, l'a regardé, et au lieu de se fâcher, il a montré une résignation totale. Il s'est levé, l'a serré dans ses bras, et lui a dit. « Pardonne-moi mon amour. Je vais arranger ça. Tout ira bien. » À ce moment-là, quelque chose s'est gravé dans mon esprit d'adolescent. Je me suis dit, c'est ça, être un homme. Un homme encaisse. Un homme porte les émotions de sa famille. Un homme se sacrifie en silence pour garder la paix. C'était une leçon toxique. Une définition tordue de la masculinité. Mais c'est la seule que j'avais apprise dans cette maison. J'ai regardé Clara, qui attendait toujours ma réponse. C'est mon devoir, Clara. C'est ce que je dois faire pour garder la famille unie. Elle a soupiré. Longtemps. Tristement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas me convaincre. Juste, fais attention, mon amour. S'il te plaît. Le lendemain, j'ai pris une décision. Je n'allais pas seulement leur donner l'argent. J'allais aussi leur offrir le fameux cadeau substantiel. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, dans mes rares heures libres, j'ai fait des recherches et préparé le tout. Je ne suis pas architecte de données pour rien. J'ai conçu une expérience parfaite. Un voyage d'1 semaine à San Miguel de Allende. Hôtel boutique de luxe, dîner dans les meilleurs restaurants, visite privée, dégustation de vin. J'ai tout payé à l'avance avec ma carte de crédit. C'était une folie financière, mais dans ma tête un peu tordue, c'était la preuve suprême de mon devoir de fils. C'était ma façon de construire un système parfait de bonheur pour eux, même si ce n'était que temporaire. Quand j'ai donné à ma mère l'enveloppe avec l'argent et l'itinéraire imprimé du voyage, avec les bons et les réservations, elle a pleuré. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'étais le meilleur fils du monde. Et pendant un court, stupide moment, je l'ai cru. Je pensais que, cette fois, mon sacrifice allait suffire. Que mes efforts allaient enfin être reconnus. Pendant que je m'étouffais dans mes feuilles Excel pour équilibrer nos finances, et que je passais des appels pour confirmer les derniers détails de la fête de mes parents. Félix, mon fils, s'était lancé dans son propre projet monumental. Pour lui, l'anniversaire de ses grands-parents, c'était l'événement le plus important de l'univers. Un festival de lumière et de couleurs dont il parlait tout le temps. Et comme tout grand festival, il fallait un grand cadeau. Un soir, en rentrant du travail, je l'ai trouvé à la table de la salle à manger, entouré d'un vrai chaos de feuilles colorées, de paillettes, de colle et de crayons. Il avait la langue tirée, concentré au maximum, en train de tracer une ligne tordue avec un feutre violet. « Qu'est-ce que tu fais, champion ?» lui ai-je demandé en posant ma mallette. « C'est un secret », a-t-il dit sans lever les yeux. « C'est pour mamie Grace et papy Hector. C'est le cadeau le plus important. » La semaine suivante, la table de la salle à manger est devenue son atelier. Chaque après-midi après l'école, il s'installait là avec une concentration que je ne lui connaissais que rarement, même pour ses jeux préférés. Il refusait toute aide de Clara ou de moi. « Je peux le faire tout seul », nous disait-il avec un sérieux d'adulte. « Vous pouvez juste me donner des conseils. » Et donc, nous sommes devenus ses conseillers. On s'asseyait à côté de lui et on regardait ses progrès. La carte était une vraie œuvre d'art naïf, une explosion d'amour d'enfant. Au centre, il avait dessiné mes parents. Mon père Hector était grand, souriant, avec une ampoule dans la main, comme il se souvenait de lui quand il travaillait encore comme électricien. Ma mère Gracila portait une robe rouge brillante et un collier de perles fait avec des petites paillettes argentées. Ils se tenaient la main. Autour d'eux, il avait dessiné le reste de la famille, Clara, moi, et lui-même au centre, un peu plus grand que les autres, avec un énorme sourire. Il avait même dessiné Jimena, ma sœur, avec un téléphone portable à la main, un détail très honnête qui m'a fait sourire. Le fond, c'était une interprétation très libre de San Miguel de Allende, basée sur les photos que je lui avais montrées. Une église rose avec des tours tordues, un ciel plein de soleil et d'étoiles en même temps.
Mais la partie la plus émouvante, c'était le texte. Avec son écriture tremblante de petit garçon de 7 ans, il avait écrit en grandes lettres colorées, « Feliz aniversario abuelo, joyeux anniversaire, grands-parents ». Le V des anniversario était une B, et le mot était décoré avec des autocollants de dinosaures et de fusées. Parce que dans le monde de Félix, aucune fête n'est complète sans dinosaures ni fusées. Chaque soir, avant de dormir, il me montrait ses progrès. « Regarde papa, j'ai mis plus de paillettes sur la robe de mamie pour qu'elle brille comme une étoile. »« Papa, tu crois que papy va aimer que je dessine sa boîte à outils ?» Je le regardais, et mon cœur se remplissait. Mais il était aussi fragile. Dans ses dessins maladroits, dans les traces de colle sur ses doigts, je voyais la pureté de l'amour. Un amour sans condition, sans attente, qui ne voulait rien en retour. Le genre d'amour que moi, bêtement, je continuais d'essayer d'acheter avec de l'argent et des sacrifices. Félix n'essayait d'impressionner personne. Il ne pensait pas à l'image de la famille. Il mettait juste tout son petit cœur dans un morceau de carton pour 2 personnes qu'il croyait être le centre de notre univers familial. Quand il a enfin déclaré sa carte terminée, il l'a levée comme un trophée. Elle était énorme, presque aussi grande que lui. Rigide à cause de toutes les couches de colle, lourde à cause des paillettes et des décorations. « Tu crois qu'ils vont l'aimer » m'a-t-il demandé, avec une vulnérabilité dans les yeux qu'il montrait rarement. Je me suis mis à genoux pour être à sa hauteur et j'ai posé mes mains sur ses épaules. « Félix, c'est le meilleur cadeau que quelqu'un puisse recevoir dans toute sa vie. Elle est absolument parfaite. » Il a souri. Une de ces sourires pleins de fierté et de soulagement. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, je suis resté à regarder la carte sur la table comme si c'était une œuvre d'art. J'ai imaginé la scène, Félix, habillé élégamment, s'approchant de Gracilla et lui donnant sa création avec sérieux. J'ai imaginé ma mère émue jusqu'aux larmes, serrant son petit-fils dans ses bras et lui disant combien elle l'aimait. J'ai imaginé mon père souriant avec sa fierté silencieuse. J'ai imaginé cette carte devenant un trésor familial. Une preuve qu'au-delà des tensions, il y avait un amour sincère. Mais cette image si douce, si claire, était un mensonge. Un beau mensonge. Un mensonge douloureux. C'était la dernière pièce de mon architecture de la négation. Le dernier pilier de mon espoir fragile. Et il allait s'écrouler de la manière la plus brutale. La veille de la fête, le vendredi, le compte à rebours avait commencé. La maison vibrait d'une énergie nerveuse, pleine d'attente. Clara avait emmené Félix se faire couper les cheveux et lui acheter de nouvelles chaussures. Le costume qu'on lui avait acheté pendait dans son armoire, prêt. La grande carte était soigneusement emballée dans du papier de soie et placée dans un énorme sac cadeau. Tout était prêt. J'étais sorti plus tôt du bureau. Le projet de Monterrey était enfin sous contrôle, et je voulais passer l'après-midi à la maison, me détendre avant le grand jour. J'étais dans la cuisine, en train de me faire un café, quand mon téléphone, oublié sur le plan de travail, a vibré. C'était un message de ma mère. J'ai souri. J'imaginais que c'était juste pour confirmer l'heure à laquelle on devait arriver le lendemain ou pour demander une dernière chose. J'ai glissé le doigt sur l'écran, encore léger dans mes pensées, sans méfiance. Et puis j'ai lu les mots. 12 mots. 12 mots qui ont figé mon monde. Qui ont fait que ma tasse de café me semblait soudain aussi lourde que du plomb. 12 mots qui ont réduit à néant tout l'amour, les efforts, l'argent et l'espoir des dernières semaines. Le message disait. Damian, mieux vaut que vous ne veniez pas demain. Jimena amène Ricardo et elle ne veut pas de Félix ici. J'ai relu la première phrase. Mieux vaut que vous ne veniez pas demain. Un coup de poing dans l'estomac. L'air s'est échappé de mes poumons. Puis j'ai lu la deuxième. Jimena amène Ricardo et elle ne veut pas de Félix ici. Et ce coup de poing est devenu un coup de couteau. Félix. Mon fils. La raison de tout. Le petit garçon qui avait passé une semaine entière à créer une œuvre d'art pour sa grand-mère. Le garçon qui comptait les heures jusqu'à la fête. C'était lui, le problème. Son énergie, son rire, son existence de 7 ans était un inconvénient. Une gêne possible. Un risque pour l'image que ma sœur de 20 et quelques années voulait donner à son nouveau copain. Ma main a commencé à trembler. La tasse a cliqueté contre le comptoir en granit. Je l'ai reposée doucement, comme si mes propres doigts pouvaient la casser. Je me suis appuyé sur le plan de travail, sentant un froid glacé se propager dans mes veines malgré la chaleur de l'après-midi.
J'ai relu le message encore et encore. Peut-être que j'avais mal compris. Peut-être que c'était une mauvaise blague. Mais les lettres noires sur fond blanc étaient claires. Brutales dans leur simplicité. Il n'y avait pas de « désolé ». Pas de « ça me fait mal de te dire ça ». Juste un ordre froid. Un rejet. Mon premier réflexe a été d'appeler. De crier. D'exiger une explication. J'ai composé son numéro, le pouce tremblant. Une sonnerie. 2, 3, 4. Répondeur. Sa voix enregistrée, joyeuse et chantante, sonnait comme une moquerie. J'ai raccroché. Rappelé. Même résultat. Troisième essai. Rien. Elle m'ignorait. Elle avait lancé la grenade et s'était cachée dans son bunker. Je suis resté là, debout dans ma propre cuisine, dans ma maison, mon refuge, à me sentir totalement vidé. L'architecture de ma négation s'était écroulée. Tous les sacrifices. L'argent. Le voyage à San Miguel. Le stress. Les nuits blanches. Tout réduit en cendres à cause de 12 mots sur un écran. Et l'image qui m'est venue, celle qui m'a brisé de l'intérieur, c'était celle de la carte de Félix. La carte remplie de paillettes, de dinosaures et d'amour pur, faite pour une grand-mère qui venait de décider que son créateur n'était pas le bienvenu. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. C'était Clara et Félix, qui revenaient de leur course. « Papa. Regarde mes nouvelles chaussures !» a crié Félix en courant vers moi, le visage rayonnant. « C'est pour la fête de papy et mamie. » Je me suis agenouillé et je l'ai pris dans mes bras, enfouissant mon visage dans ses cheveux qui sentaient le shampoing pour enfant. Je l'ai serré contre moi avec une force désespérée, comme pour le protéger du missile qui venait de s'abattre sur notre vie. Et pendant qu'il me racontait joyeusement ses chaussures, je ne pouvais penser qu'à une seule chose. Comment on dit à un enfant de 7 ans que l'amour qu'il a mis dans un carton n'est pas suffisant? Comment on lui explique que sa propre grand-mère l'a rejeté à cause d'un inconnu? J'ai levé les yeux. Et mes regards ont croisé ceux de Clara. Elle a vu mon visage. Elle a vu mes mains trembler. Elle a vu la dévastation. Son sourire a disparu instantanément. « Damian, qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas pu parler. Je lui ai juste tendu le téléphone. Elle l'a pris, a lu le message. Son visage est passé de l'incompréhension, à l'étonnement, puis à une colère froide que je ne lui avais jamais vue. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste rendu le téléphone. Elle s'est agenouillée et a enlacé notre fils avec moi. Comme un bouclier humain autour de son innocence. Mais tous les deux, on savait que c'était déjà trop tard. La bombe était tombée. La demi-heure qui a suivi a été un brouillard de rage contenue. Clara, avec une sagesse incroyable, a emmené Félix dans sa chambre, sous prétexte d'essayer une dernière fois son costume. Moi, je suis resté dans la cuisine, à faire les 100 pas, comme un lion en cage. Le café était resté froid sur le plan de travail. Le silence dans la maison était assourdissant. À chaque seconde qui passait, la colère grandissait en moi. Elle changeait de forme. Elle devenait une énergie froide, tranchante. Je ne pouvais pas rester là à ne rien faire. Je ne pouvais pas attendre. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de la regarder dans les yeux pendant qu'elle m'expliquait pourquoi mon fils n'était pas digne d'être à sa propre fête de famille. « Je vais chez eux », ai-je dit à Clara quand elle est sortie de la chambre de Félix. Son visage était pâle. « D'accord », a-t-elle répondu sans hésiter. « Mais Damian, s'il te plaît, ne fais rien de stupide. » Je ne vais rien faire. Je veux juste comprendre. C'était un mensonge. Je ne voulais pas comprendre. Je voulais confronter. Je voulais que son monde d'apparence soit heurté de plein fouet par la réalité brutale de ce qu'elle venait de faire. Le trajet de 20 minutes jusqu'à la maison de mes parents m'a paru une éternité. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Dans ma tête, les questions tournaient en boucle comme des vautours. À comment? Pourquoi? Depuis quand c'est acceptable de traiter un enfant comme un obstacle juste pour faire bonne impression? Je suis arrivé et je me suis garé brusquement devant la maison. La façade, fraîchement repeinte pour l'occasion, ressemblait à un masque souriant cachant quelque chose de pourri. Je suis entré sans sonner. La porte était ouverte.
Gracila et Jimena étaient dans le salon, en train de rire en regardant quelque chose sur l'ordinateur portable de ma sœur. Probablement le profil de ce fameux Ricardo. L'image était tellement anormale, tellement domestique, que pendant une seconde je me suis senti comme un intrus dans une réalité parallèle. « Damien !» a dit ma mère, surprise de me voir. Son sourire s'est un peu crispé. « Quelle surprise ! Il y a un souci ? » « C'est ce que je veux savoir, » ai-je répondu. Ma voix était plus dure que je ne le voulais. J'ai posé mes clés de voiture sur la table basse avec un bruit sec. Ce son a brisé l'ambiance légère. Je viens de recevoir ton message. Le sourire de Gracila a disparu complètement. Jimena a refermé lentement l'ordinateur portable. Son expression est passée de la surprise à une irritation mal cachée. « Ah, ça » dit ma mère, évitant mon regard. Elle s'est levée et s'est mise à arranger des coussins qui n'avaient rien à arranger. Je voulais juste te prévenir pour que vous ne fassiez pas le déplacement pour rien. Me prévenir ? Ai-je répété, incrédule. Tu es en train de me dire que tu interdis à moi et ma famille de venir à ta fête d'anniversaire de mariage, et tu appelles ça prévenir ? Ne sois pas si dramatique, Damien, a coupé Jimena, avec ce ton supérieur qui m'a toujours agacé. Personne ne t'a interdit à toi. Le problème, c'est Félix. Je me suis tourné vers elle. Le problème, c'est Félix ? Mon fils de 7 ans est le problème ? Explique-moi, Jimena, parce que là je comprends pas. Et écoute Damien, a-t-elle commencé, en prenant une voix condescendante comme si elle parlait à un enfant. Ricardo et sa famille sont différents. Ce sont des gens importants. Son père possède une grosse entreprise de construction. Ils sont habitués à un autre genre d'ambiance. Je ne peux pas prendre le risque que Félix se mette à courir partout, à crier ou à casser quelque chose. Ce serait embarrassant. C'est une question d'image. C'est important pour ma carrière. Pour mon avenir. Chaque mot était comme une gifle. Embarras. Image. Avenir. Mon fils. Son neveu. Réduit à un obstacle dans ses ambitions sociales. De la honte, ai-je murmuré. Tu as honte d'un enfant de 7 ans ? Tu te rappelles comment tu étais, toi, à son âge ? Tu te rappelles du vase de grand-mère que tu as cassé ? Ou du jour où tu as failli brûler la cuisine en faisant du pop-corn ? Est-ce que quelqu'un t'a interdit d'aller à une fête pour ça ? Jimena a rougi, mais son expression est devenue plus dure. C'est différent. C'est un événement d'adulte. Un événement important. À ce moment-là, la porte du garage s'est ouverte. Mon père, Hector, est entré dans le salon. Il portait ses bottes de travail. Son visage avait l'air fatigué, mais dès qu'il a vu l'ambiance tendue, son expression a changé. Il a regardé mon visage, celui de ma mère, puis celui de Jimena. Il n'a pas eu besoin de poser de questions. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé. Sa voix était calme, mais ferme. Personne n'a répondu. Le silence parlait de lui-même. Ils ont interdit à Félix de venir à la fête, ai-je dit enfin, en regardant toujours ma mère. Le visage de mon père s'est assombri. Il a regardé Gracila. C'est vrai, Gracila ? Ma mère s'est un peu ratatinée sous son regard. Hector, s'il te plaît, ne commence pas. Je veux juste que tout soit parfait. Le petit est trop énergique, il pourrait causer un accident. Et c'est là que mon père a fait quelque chose de rare. Il l'a affronté. Parfait ? Tu appelles ça parfait ? Exclure ton propre petit-fils ? Sa voix, même basse, a résonné dans la pièce. Gracila, est-ce que tu as perdu la tête ? Puis il s'est tourné vers Jimena. Et toi, Image, avenir ? Le futur se construit avec la famille, avec du respect. Pas en écrasant un enfant pour impressionner un inconnu. C'est ça, la personne que tu veux devenir ? Papa, tu ne comprends pas, a balbutié Jimena. Aussi, je comprends, l'a interrompu Hector. Je comprends que vous êtes devenus 2 femmes égoïstes et superficielles. Je comprends que vous vous souciez plus de ce que pense un étranger que des sentiments de votre propre sang. Il s'est retourné vers ma mère et a dit, avec une voix comme un coup de marteau. Et écoute-moi bien, Gracila. Soit tu appelles Damien maintenant, tu t'excuses auprès de lui et de sa famille, et tu les supplies de venir demain, soit je ne serai pas à cette fête.
Et sois bien clair, si mon petit-fils n'est pas le bienvenu, alors moi non plus. L'ultimatum est resté suspendu dans l'air. Lourd. Impossible à ignorer. Le visage de Gracila s'est tordu, entre la colère et la panique. « Tu me menaces ?» a-t-elle hurlé. « Après 35 ans, c'est comme ça que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait pour toi? Pour cette maison ?» Mais avant que mon père puisse répondre, il y a eu le coup de grâce. Le coup final qui allait tout changer. Alors que je me préparais à partir, secoué par la scène mais étrangement soulagé par le soutien de mon père, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un nouveau message de Jimena. Je l'ai ouvert sans réfléchir. Et j'ai lu les mots, qui ont scellé son sort. Ne sois pas si dramatique. Je doute que papa parle sérieusement. En tout cas, fais-moi le virement des 25 000 pesos du traiteur que tu avais promis. Oui, j'ai déjà payé la compte. Un abîme s'est ouvert sous mes pieds. C'était donc ça. Après tout ce drame, toute cette humiliation, toute cette douleur. Tout se résumait à une transaction. Ma fonction dans cette famille. Ma seule valeur réelle, c'était être un compte bancaire. J'ai levé les yeux de l'écran. Mon regard a croisé celui de mon père. Il a vu le changement dans mon expression. Il a vu la rupture finale. Il a vu la colère devenir une froideur glacée. Il a vu le moment exact où quelque chose en moi s'est cassé pour toujours. Je n'ai rien dit. Je me suis retourné et je suis sorti de cette maison. Mais je n'étais plus le même homme que celui qui était entré. Celui qui cherchait une explication était mort là-bas, dans ce salon. À sa place, un autre homme était né. Un architecte. Mais cette fois, un architecte de conséquence. Et il s'apprêtait à construire une structure que personne n'oublierait jamais. Le trajet du retour s'est fait dans un silence absolu. Pas un silence paisible. Un silence lourd, électrique. Le genre de calme qui vient juste avant un tremblement de terre. Mon esprit, d'habitude rempli de logique et de données, était vide. Une seule image tournait en boucle. Les mots de Jimena sur l'écran de mon téléphone. Transfère-moi les 25 000 pesos du traiteur. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. C'était la déshumanisation. C'était ce vide glacial, ce manque total d'empathie. La preuve irréfutable que, pour ma sœur et ma mère, je n'étais pas une personne avec des émotions. Je n'étais pas un père avec un enfant au cœur brisé. J'étais une fonction. Un fournisseur. Un distributeur automatique sur pattes. En arrivant à la maison, Clara m'attendait à la porte. Son visage montrait de l'inquiétude profonde. Je n'ai pas eu besoin de parler. Mon regard a dû suffire. Félix regarde un dessin animé, m'a-t-elle dit doucement. Je lui ai dit que la fête était juste un peu reportée. J'ai hoché la tête. Reconnaissant pour sa rapidité d'esprit. Pour ce bouclier qu'elle mettait toujours autour de notre fils. Je suis entré, je me suis assis sur le canapé du salon. J'ai regardé un point fixe sur le mur. Et j'ai senti le choc laisser place à une clarté glaciale. Toute ma vie, j'avais cru à une fausse idée. Celle que j'avais apprise cette nuit dans la cuisine de mes parents. Qu'un homme doit encaisser, se sacrifier en silence pour garder la paix. J'avais passé des années à jouer ce rôle. À payer les dettes de carte de crédit de Jimena. À acheter des électroménagers coûteux pour ma mère. À financer des caprices et un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Tout ça en croyant que je prenais soin de ma famille. Mais quelle idiotie. Je ne prenais pas soin de ma famille. Je finançais leur toxicité. Je laissais leur dysfonctionnement grandir, nourri par mon argent et mon silence. Ma passivité n'avait pas apporté la paix. Elle avait nourri le mépris. Elles avaient fini par considérer ma générosité non comme un cadeau, mais comme un devoir. Et le message de Jimena était la preuve finale. Elles avaient dépassé le stade où on me traitait comme un imbécile. Elles me traitaient comme un objet. Et un objet n'a pas d'enfant. Un objet n'a pas de dignité. Un objet ne ressent pas la douleur. Mais moi, je la ressentais. Et cette douleur, à cet instant, était si immense. Qu'elle s'est transformée en quelque chose d'autre. Elle s'est transformée en résolution. Clara s'est assise à côté de moi, sans me toucher, me laissant de l'espace. « Qu'est-ce que tu as vu, là-bas, Damian ?» m'a-t-elle demandé.
Je lui ai tout raconté. La confrontation. Les excuses de Jimena sur l'image. La défense de mon père. Puis je lui ai montré le message. Elle l'a lu. Et un bruit étouffé, entre colère et dégoût, lui est sorti de la bouche. Ils n'ont aucune honte, a-t-elle chuchoté. Ils n'ont pas d'âme. Non, ai-je répondu. Et même moi, ma voix me semblait étrangère, lointaine, sans émotion. Ils ont un système. Et moi, je suis une pièce essentielle de ce système. Le fournisseur. Celui qui répare. Celui qui paie. Et ce soir, le fournisseur déclare la faillite émotionnelle. Je me suis levé. Je suis allé dans mon bureau. L'endroit où je trouvais toujours de l'ordre. Mais cette fois, je n'ai pas allumé les ordinateurs. Je suis allé à mon meuble classeur. Un vieux meuble que je gardais par habitude. Et j'ai sorti un dossier. Un dossier vert, épais, avec une étiquette dessus. Maison des parents. Pendant des années, avec ma manie d'architecte de données, j'avais tout gardé. Chaque reçu. Chaque preuve de virement bancaire. Chaque facture. Des électroménagers, des meubles, des réparations, tout. Je l'ai ouvert sur la table à manger. La même table où Félix avait fait sa grande carte pleine d'amour. Tout était là. La facture du frigo double porte que je leur avais acheté quand le leur faisait du bruit, 35 000 pesos. Le canapé en cuir italien que j'avais offert à mon père pour qu'il soit plus à l'aise, 60 000 pesos. L'écran de 75 pouces pour que ma mère voie mieux ses feuilletons, 45 000 pesos. Le lave-linge. Le sèche-linge. Le micro-ondes. La rénovation de la cuisine que j'avais payée il y a 2 étés. Des centaines de milliers de pesos. 10 ans de sacrifice. Et tout était là, noir sur blanc. Puis les virements pour Jimena, petits ou gros. Pour le loyer. Pour la voiture. Pour son voyage avec ses copines. Des milliers de pesos en plus. Un goutte à goutte qui avait vidé mes finances personnelles. Clara s'est approchée et a regardé au-dessus de mon épaule. Le cimetière de papier. « Qu'est-ce que tu fais » m'a-t-elle demandé doucement. « Je fais un audit du système », ai-je répondu sans lever les yeux. Je calcule le coût de ma stupidité. J'ai empilé les papiers. Bien ordonnés. Puis j'ai pris mon téléphone. J'ai cherché un contact, déménagement Veloz. Je les avais déjà utilisés pour déplacer des trucs du bureau. Ils étaient rapides et discrets. J'ai appelé. Bonsoir, déménagement Veloz, en quoi pouvons-nous vous aider? Bonsoir, ai-je dit. Ma voix était calme et claire. J'ai besoin d'un service pour demain matin. Un grand camion. 2 de vos gars les plus costauds. C'est pour récupérer des meubles et des électroménagers. Je vous enverrai la liste et l'adresse. Une pause au bout du fil. Bien sûr, monsieur. Et l'adresse de livraison? Il n'y a pas d'adresse de livraison, ai-je répondu. Juste un point de ramassage. Envoyez-les dans un dépôt d'occasion, ou à la déchetterie. Je m'en fiche. Juste, qu'ils sortent ça de cette maison. J'ai raccroché. Un silence profond a envahi la pièce. Il n'y avait plus de colère. Plus de douleur. Juste un but. Oui, j'allais auditer le système. Mais pas seulement sur papier. En personne. J'allais démonter, pièce par pièce, le monde d'apparence que j'avais moi-même aidé à construire. J'allais leur présenter une facture qu'elles ne pourraient pas ignorer. Pas une facture d'argent. Une facture de conséquences. Le lendemain matin, je me suis levé avant le lever du soleil. Clara dormait encore. Félix aussi. Je me suis habillé silencieusement, comme un soldat partant en mission. Costume sobre, chaussures propres. Puis je suis allé dans le salon. J'ai pris la grande carte de Félix, toujours dans son sac cadeau. Je l'ai posée sur la table. À côté, j'ai laissé un mot, écrit de ma main. Félix, ta carte est parfaite. Elle reste ici, parce que tu n'as pas à l'offrir à des gens qui ne savent pas aimer. Je suis sorti de la maison. Le ciel était encore gris. Mais dans ma tête, tout était clair. J'ai conduit jusqu'à chez mes parents, comme la veille. Mais cette fois, j'avais un plan. Le camion de déménagement est arrivé 10 minutes après moi.
2 gars costauds, silencieux, efficaces. Je leur ai tendu la liste. Ils ont hoché la tête. Pas de questions. Ma mère est sortie en robe de chambre quand ils ont commencé à sortir le canapé du salon. Son visage était un mélange de confusion et de panique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Damian. Qu'est-ce qui se passe? Un rééquilibrage, maman. Je reprends ce que j'ai donné. Mais tu ne peux pas faire ça. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu es ma mère? Parce que tu m'as appris que l'amour se mesure à ce qu'on donne sans rien attendre? Et toi, tu m'as donné quoi, exactement? Elle a halté. Je t'ai donné la vie. Et tu essaies de me la reprendre chaque fois que je ne te sers plus. Elle a voulu barrer la route aux déménageurs. Mais mon père est intervenu. Laisse-les faire, Gracilla. Tu ne vois pas ce que tu as fait? Elle a pleuré. Hurlé. Supplié. Mais pas une seule fois elle n'a dit « je suis désolé ». Pas une seule fois elle n'a dit « j'ai eu tort ». Elle pleurait sur les objets, pas sur la perte de son fils. Jimena est arrivée 1 heure plus tard. En robe de soirée, maquillée, furieuse. Et tu ruines tout. Tu sais combien cette fête est importante? Oui, ai-je répondu calmement. C'est justement pour ça que je viens. Pour m'assurer que vous n'oubliez jamais cette date. Le jour où vous avez appris que tout a un prix. Et tu es fou. Tu es malade. Non, Jimena. Je suis juste réveillé. Elle a voulu me gifler. Mon père l'a retenue. À midi, il n'y avait plus de frigo, plus de canapé, plus de télé. Plus de traces de mes années de sacrifice. Juste une maison nue, avec 2 femmes assises au sol, dans leurs robes brillantes, entourées de vide. Avant de partir, j'ai regardé mon père. Il m'a fait un signe de tête. Un regard plein de tristesse, mais aussi de respect. Je suis remonté dans la voiture. Et je suis rentré chez moi. Chez ma vraie famille. Félix m'a sauté dans les bras. Clara m'a embrassé. Et ce soir-là, on a fait notre propre fête. Une pizza faite maison. Une carte ouverte sur la table. Un dessin rempli d'amour. Et cette fois, ce cadeau a été offert à ceux qui le méritaient vraiment. 2 semaines ont passé. La fête de mariage de mes parents a eu lieu, sans nous, sans mon père non plus. Personne ne m'a envoyé de photos. Personne ne m'a appelé. Et je n'ai pas cherché à savoir. Je n'ai rien regretté. J'ai bloqué les numéros de ma mère et de ma sœur. Je les ai retirés de mes contacts, comme on efface un virus de son système. J'ai continué ma vie. Je me suis concentré sur mon travail, sur Clara, sur Félix. Et surtout, j'ai commencé une thérapie. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit à quelqu'un. Je suis fatigué de porter des gens qui me piétinent. Le psy m'a regardé avec douceur et a répondu. Et si vous construisiez une maison, rien que pour vous? Une où vous êtes le centre. Alors j'ai commencé à la construire. Pas avec du ciment ni des briques. Mais avec des limites. Avec du respect. Avec de l'amour réciproque. Et cette maison intérieure, est plus solide que tout ce que j'ai pu acheter. Félix ne parle plus de la fête. Il a accepté, comme les enfants savent le faire. Mais il garde toujours sa grande carte dans un tiroir. Il dit que c'est pour la vraie fête, un jour. Clara m'a dit récemment. Je suis fier de toi. Pas parce que tu t'es rebellé. Mais parce que tu as protégé ton fils. Et c'est vrai. Je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait pour que Félix sache que l'amour, ce n'est pas se sacrifier pour être aimé. C'est être vu, respecté, choisi. C'est le seul héritage que je veux lui laisser.